Alors, cette version plus restreinte, c'est celle qui est adoptée par le Parlement, qui légalise le mariage des couples homosexuels avec la possibilité d'adoption. Et d'ailleurs, une restriction de taille, c'est que dans un couple homosexuel, si l'un des deux conjoints est ressortissant d'un pays qui refuse le mariage homosexuel, le mariage ne pourra pas être célébré. En particulier, par exemple, un gay français ne pourra pas épouser un gay polonais ou algérien. Alors, je vais en venir maintenant à la question de l'adoption. Commençons par préciser que l'adoption d'un enfant par un couple demande que ce couple soit marié, c'est la loi actuellement. C'est d'ailleurs pourquoi le mariage homosexuel était la condition pour que les homosexuels puissent être adoptés. En fait, le mariage est une affaire secondaire par rapport à cette question d'adoption. Alors, rien n'empêche théoriquement qu'une personne non mariée, concubin ou concubine, adopte un enfant. La seule condition, dans ce cas, c'est d'avoir plus de 28 ans. Et c'est précisément pour rendre possible l'adoption que les groupes de pression homosexuels tenaient au mariage et non à un simple contrat d'union civile, un pacte amélioré. En ce qui concerne l'adoption, on doit distinguer deux formes d'adoption. L'adoption simple, qui maintient les liens de filiation de l'adopté, et l'adoption plénière, qui efface les liens de filiation. L'adoption plénière consiste à effacer l'acte de naissance et le remplacer par un acte de naissance fictif. Et la loi crée ainsi une filiation fictive. L'enfant adopté est réputé être né de ses parents adoptifs. Mais cette filiation fictive, jusqu'à présent, imitait la nature, jusqu'à la loi sur le mariage pour tous. Il fallait indiquer qu'une femme et un homme, et pour l'enfant c'est chose, qu'une femme et un homme étaient bien requis pour faire un enfant. Désormais, un enfant pourra naître de Monsieur X et Monsieur Y, comme si Monsieur X et Monsieur Y pouvaient concevoir un enfant comme le fruit de leurs étreintes. Comme on prétend que les systèmes de parenté et de filiation sont purement conventionnels, on pourrait ainsi supprimer tout lien entre parenté biologique et parenté sociale. Et c'est ce que vous trouvez dans les articles qui ont été écrits sur ce sujet. Il suffirait en quelque sorte de vouloir être parent pour le devenir, ainsi que le soutiennent les partisans du mariage pour tous. Alors que l'adoption était conçue comme une manière de régler l'exception, et qui comme telle ne doit pas s'éloigner de la norme, les partisans du mariage pour tous y voient au fond la nouvelle norme. Les enfants doivent tous être adoptés, de façon à ce que puisse se manifester nettement la volonté d'être parents. Alors effectivement, on trouve dans l'histoire des traces de ça. À Rome comme à Athènes, le père de famille, à la naissance de l'enfant, décidait si oui ou non il voulait cet enfant. Il y avait la pratique de ce qu'on appelle l'exposition. S'il n'en voulait pas, on le mettait à la porte, puis on attendait. En général, l'enfant criait, une âme charitable passait, le prenait, et parfois il ne criait plus parce qu'on attendait qu'il soit mort. Alors évidemment, les adoptationnistes, si j'ose dire, ne veulent certainement pas le retour de ce modèle familial qui incarne le pire de tous les modèles patriarcal bien répandus autour du bassin méditerranéen. En réalité, l'idée que la filiation repose sur la volonté est tout simplement, tout bonnement intenable. Que les parents aient des devoirs envers leurs enfants et que ces devoirs découlent de liens tout simplement biologiques et non de la libre volonté, c'est tout à fait évident. Et c'est indispensable si on se préoccupe non pas des désirs d'enfants de tel ou tel, mais si on se préoccupe tout simplement de la protection des plus faibles que sont les enfants. Alors je crois que derrière cet ensemble d'idées qu'ont défendu les partisans du mariage pour tous, il y a un certain nombre de postulats non questionnés. Un certain nombre d'idées que je vais essayer de détailler. L'idée qu'un couple homosexuel est au même titre qu'un couple hétérosexuel, est un couple au même titre qu'un couple hétérosexuel, et qu'à ce titre il doit bénéficier des mêmes droits, et notamment du même droit à faire des enfants ou en adopter des tout faits, n'est justifiable que si on adopte des présuppositions pas toujours explicitées, mais qui viennent en arrière-plan de tous les discours de ce qu'on appelle la gauche sociétale. La première de ces idées, le premier de ces postulats non questionnés, est qu'il n'y a rien de naturel en l'homme et que tout y est construction sociale. En poussant à la caricature les thèses structuralistes des années 50-60, on présuppose que la culture a remplacé la nature. Il est très curieux de voir les écologistes, défenseurs très souvent d'une conception à demi mystique de la nature,
qui se font les apôtres de tout est possible en ce qui concerne l'espèce humaine. Partisans fervents du principe de précaution, ils ont oublié les précautions avec lesquelles il faut manipuler cette chose délicate qui s'appelle la filiation. Alors, on doit reconnaître que la vision qu'ils pensent avoir empruntée à l'ethnologie, malheureusement, c'est pas du tout celle-là. Si moi je reviens au père fondateur, c'est-à-dire à Lévi-Strauss, père putatif de ce structuralisme, et Lévi-Strauss n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de nature humaine. En bon élève de Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, c'est à la recherche de cette nature humaine qu'il a consacré une bonne partie de sa vie. C'est très bien expliqué dans ce beau livre de Lévi-Strauss qui s'appelle Tristotropique. L'importance que Lévi-Strauss accorde au système de parenté tient précisément en ce qu'ils sont des lieux où s'articulent la nature et la culture, et non des lieux de l'abolition de la nature. Quelle que soit la relation de parenté dominante dans un groupe, aussi bizarre qu'elle nous puisse paraître à nous, elle a toujours comme fonction unique d'organiser la reproduction de l'humanité, c'est-à-dire d'organiser les modalités de rencontre des hommes et des femmes en vue de faire des enfants. Et c'est vrai que des systèmes à 4 classes et de tous ces systèmes bizarres que Lévi-Strauss a analysés dans son beau livre sur les structures élémentaires de la parenté. Alors, à l'appui des thèses purement culturalistes, les défenseurs du mariage pour tous invoquent, comme d'habitude, toutes les bizarreries possibles des sociétés humaines. On a convoqué des ethnologues pour faire état de sociétés qui donnaient un statut légal à l'homosexualité. J'ai entendu Godelier parler de ça, que dans tel groupe, les enfants, dès qu'ils sortaient un peu de l'enfance, dès qu'ils commençaient la puberté, eh bien, ils vivaient avec des hommes, ils étaient un groupe de mâles dans lesquels se pratiquaient des relations homosexuelles. Bon, alors, tous ces exemples ne prouvent rien du tout. Il y a d'abord traditionnellement une tolérance de toutes les sociétés à l'égard des relations homosexuelles entre adolescents. Et puis il y a également cette institution classique que les Grecs anciens connaissaient bien, qui s'appelle la pédérastie, qui est souvent propre aux sociétés de guerriers d'ailleurs. Par exemple, je crois que c'est Surcouf, les fameux corsaires, avait institué la pédérastie sur ses navires, c'est-à-dire les jeunes mousses s'étaient toujours mis avec un vieux et pensaient que ça allait entretenir des relations plus fermes dans l'équipage. Donc, pratique de société guerrière. Maurice Godelier s'est répandu en propos sur la nécessaire évolution des systèmes familiaux, la fin des familles nucléaires, etc. Mais ces propos n'ont rigoureusement aucun intérêt pour traiter la question qui nous est posée. Notamment, on voit mal comment, oui, je voulais dire, oui, cette institution pédérastique, aujourd'hui, ça s'appelle pédophilie. Je ne sais pas si un professeur faisait comme Socrate avec Alcibiade, il serait immédiatement radié de l'éducation nationale. Et emprisonné. On en a même mis en prison qui n'avait même pas fait ça, donc il y avait simplement des allégations. Bon. Alors, on voit mal comment on peut annoncer la fin de la famille nucléaire et en même temps se prononcer pour la famille nucléaire homoparentale. Là, il y a encore une contradiction. Et surtout, toute l'ethnologie du monde ne peut rien au fait que pour faire des enfants, il faut d'abord un homme et une femme, et que ni deux hommes, ni deux femmes ne feront des enfants, du moins dans un horizon proche. Peut-être qu'avec les biotechnologies, on ne sait jamais. Bon. Alors, premier postulat, donc, il me semble, postulat culturaliste. Deuxième postulat, les partisans du mariage pour tous, c'est que toute discrimination est illégitime. Et qu'il y aurait discrimination si on n'accordait pas aux homosexuels le droit d'avoir des enfants. Alors, d'une part, il est faux de dire que toute discrimination est illégitime. Par exemple, le mariage est interdit entre frères et sœurs, ou entre père et fille, bien que les relations sexuelles incestueuses entre majeurs ne tombent pas sous le coup de la loi. On discrimine donc les conjoints légaux possibles en fonction des relations de parenté. En second lieu, il n'y a pas à proprement parler de discrimination à l'égard des homosexuels, car personne ne leur interdit d'avoir des enfants, pourvu qu'ils trouvent le ou la partenaire adéquate avec lequel ils pourront faire un enfant. Et personne ne peut revendiquer un droit à l'enfant, car pour qu'il y ait un droit, il faut qu'il y ait une autre personne qui soit garante de l'exercice de ce droit.
Si vous avez un droit à l'enfant, vous demandez droit opposable à l'enfant, à l'État de me trouver une partenaire. Enfin, c'est absurde, il n'y a pas de droit à l'enfant. C'est une notion stupide. Donc, personne ne peut revendiquer le droit à l'enfant, et donc les lois sur le mariage définissant comme un rapport entre deux personnes de sexe différents n'étaient nullement des lois discriminatoires injustes. La conception de l'égalité qui est sous-tendue par cette revendication antidiscriminatoire, c'est typiquement cet égalitarisme aveugle que produit une société qui est fondée sur l'échange de l'équivalent général, dans lequel tout est indifférencié et dans lequel l'argent vous donne tout pouvoir. Et tout ce qui s'oppose à mes désirs est injuste et j'aurai plus de moyens de financer ces désirs. Et c'est exactement ça qui est l'arrière-plan de ces manifestations du mariage pour tous. Je suis favorable au mariage. Troisième postulat, c'est celui qui accorde à l'homme le pouvoir de fabriquer ses enfants à sa convenance et selon un projet. Alors dans les temps anciens, souvent cruels, le seul choix dont les hommes disposaient était d'abandonner ou de tuer les enfants non désirés. Cette sélection purement négative a été plus ou moins abandonnée, notamment dans les pays qui se sont progressivement émancipés des dominations traditionnelles, et notamment dans les pays qui se sont émancipés de la toute-puissance du père de famille. Ainsi, le christianisme, par exemple, en affirmant le caractère sacré de la vie humaine, a largement contribué à limiter cette toute-puissance des pères en les soumettant à la toute-puissance du Père céleste. C'est la mécanique inventée par le christianisme, qui d'ailleurs en ces matières a souvent été une religion extrêmement inventive. L'avènement du capitalisme, lui, s'est accompagné de la volonté de gérer les populations, ici je renvoie aux travaux de Michel Foucault, et l'un des aspects de la gestion scientiste des populations était le développement de l'eugénisme à la fin du XIXe siècle, au cours du XXe siècle. Alors le nazisme a largement ruiné la réputation de l'eugénisme, qui était pourtant, il faut s'en souvenir, partagée par l'essentiel des progressistes au début du XXe siècle. Premier pays en matière d'eugénisme, ça n'a pas été simplement les États-Unis, ça a été la Suède social-démocrate. Alors, la volonté de maîtrise a pris aujourd'hui des formes plus subtiles et plus individualistes. Un enfant quand je veux, comme je veux. La forme classique de ce désir d'enfant est celle que manifeste le choix du sexe de l'enfant. Par exemple, aux États-Unis, il y a des cliniques qui pratiquent la fécondation in vitro, non pas comme remède à une infertilité constatée du couple, mais comme moyen pour choisir le sexe des enfants. C'est technologiquement plus avancé aux États-Unis. En Inde, on utilise essentiellement la myosynthèse et la détection précoce du sexe pour pratiquer l'IVG. Alors que les États-Unis sont plus techniques, donc on fabrique les embryons au choix. Et puis au-delà de ça, il y a toutes sortes de fantasmes qui concernent la fabrique de l'humain, telles que les biotechnologies la rendraient possible. Alors l'idée que les homosexuels puissent avoir des enfants procède de cette poussée, fabriquer des enfants sans s'encombrer de la sexualité et des hasards de la procréation. Adoption, GPA et PMA permettent précisément de commencer à mettre en œuvre ce pouvoir de choisir en fonction de ce qu'on appelle d'un mot également horrible, projet parental. Ce pouvoir, néanmoins, est un pouvoir purement imaginaire, et il s'apparente au fantasme de toute puissance infantile si bien analysé par Freud. Alors ces trois postulats, coupure absolue nature-culture, égalitarisme aveugle et affirmation de la toute-puissance humaine, sont rarement explicités, mais il suffit de gratter un peu les discours pour les y retrouver. Et ils signent tous les manifestations idéologiques de ce qu'on nomme, un peu vite d'ailleurs, néolibéralisme. Même si, curieusement, mais ça peut s'expliquer, on a retrouvé beaucoup d'antilibéraux dans les rangs des défenseurs du mariage pour tous. C'est encore un des mystères de cette affaire, c'est que la plupart des gens se sont engagés sans trop bien veiller à la cohérence de leurs idées. Alors pour dissiper les confusions, je crois qu'il faut développer deux, trois points. Alors d'abord, en tirant à vue sur la famille nucléaire, les défenseurs du mariage pour tous ont répandu la confusion. On suppose qu'ils ne sont pas des partisans de la famille élargie, type Gérard Filoche, des diverses formes de familles souches, de familles communautaires, pour reprendre ici les classifications d'Emmanuel Todd empruntées lui-même à Leplay. Comme les partisans du mariage pour tous ont considéré que seuls leurs adversaires pouvaient vouloir les calomnier en faisant les défenseurs de la polygamie,
on ne voit pas bien ce qu'il demande de différent, quel mode d'organisation familiale il revendiquerait, qui ne serait pas la famille nucléaire. Sauf si éventuellement on entend par famille nucléaire la famille composée d'un père, d'une mère et de leurs enfants. Et en fait, ce qui semble définitivement ringard à leurs yeux, c'est le couple hétéro. La modernité étant du côté du couple homo. Est-ce que j'exagère? Il suffit d'écouter les porte-paroles des lobbies gays, trans, etc., pour s'en convaincre. Et de ce point de vue, l'argumentation libertaire et antidiscriminationniste n'est qu'une couverture idéologique qui permettra de désigner tous ceux qui sont réticents à l'égard du mariage homosexuel comme réactionnaires, fascistes, etc. Mais sur le fond, il n'y a rien de solide dans la position des défenseurs du mariage pour tous. Alors je voudrais essayer de conclure en énonçant 5 idées principales. D'abord, sur la question du rapport entre le droit et l'intimité. Il convient tout d'abord de ne pas confondre le public et le privé, le commun et l'intime. Le mariage en tant qu'institution appartient à la sphère publique. Il définit des droits et des devoirs qui règlent les rapports entre parents et enfants. Et la loi ne doit pas s'étendre au-delà et ne doit pas se mêler des relations intimes, notamment des pratiques sexuelles. Prétendre qu'on peut imposer la légalisation du mariage homosexuel au prétexte que les homosexuels s'aiment comme les autres, c'est mélanger les genres, si j'ose dire. Et fonder le droit sur les sentiments, comme si le sentiment gouvernait le droit. Et si c'était le cas, comment pourrait-on s'opposer au mariage entre frères et sœurs? Comment pourrait-on s'opposer à la polygamie ou à la polyandrie, voir le célèbre Jules et Jim? La revendication du mariage homosexuel demande en réalité une nouvelle extension du domaine de la loi et une nouvelle incursion de l'État dans le contrôle de l'intimité. Puisqu'en demandant une reconnaissance légale d'un certain type de relations sexuelles, on soumet du même coup les relations sexuelles aux classifications légales, ce qui finira automatiquement par la définition de pratiques sexuelles légales. Significative est l'introduction des bi, je reviens là-dessus, dans la liste des groupes de pression qui revendiquent le mariage pour tous. Rien ne doit plus échapper à l'œil vigilant du législateur. Et on voit mal comment, quand on aura mis le doigt dans cet engrenage, on pourra s'opposer à ceux qui revendiquent la légalisation de la polygamie, voire un hypothétique mariage communautaire, relation de 1 à N, relation de N à 1, ou relation de N à N, mariage communautaire, tout le monde est marié. On peut faire un mariage de 6 garçons, 6 filles, voilà. Type communauté post 68 heures. Bon. Alors voilà, première chose, la question du mariage, c'est une question de droit, c'est pas une question de sentiment. Et l'invocation des sentiments constitue une erreur de méthode, au moins dans cette affaire. Deuxièmement, la question du genre. La théorie du genre sert de fondement théorique aux revendications homosexuelles, et c'est une construction fantasmagorique qui, sous prétexte d'éviter l'essentialisation biologique inhérente à la notion de sexe, la remplace par une typologie des genres encore plus essentialiste. Du coup est évacué tout l'héritage freudien. La théorie analytique de Freud étant d'ailleurs la bête noire des transgenres et autres partisans de la construction sociale du genre. La sexualité chez Freud, justement, évite toutes ces classifications stupides en posant la libido comme pulsion indifférenciée qui se fixe sur des objets selon les phases du développement de la sexualité. Et au lieu de figer des genres, elle permet de comprendre l'implication dans un sujet concret de tendances multiples. En remplaçant la pulsion sexuelle par la construction sociale du genre, on éradique du même coup toute la dimension, toute la charge critique que contient la théorie de Freud, c'est-à-dire une charge critique qui est liée au caractère indestructible de la pulsion. C'est précisément parce que la pulsion est indestructible que les montages du droit sont indispensables à l'édifice de la vie sociale, quel que soit le mode de production. Et de ce point de vue, le bricolage du mariage pour tous s'attaque à ces fondements de toute vie sociale pérenne, procurant non une augmentation de la liberté individuelle, mais un enfermement dans des catégories arbitraires. Je reprends la liste, L, G, B, T, voilà, les 4 catégories possibles dans lesquelles on pourra s'inscrire. On pourra d'ailleurs assez facilement montrer que la substitution du genre au sexe exprime à sa manière l'obsession proprement protestante du sexe. On sait comment les États des États-Unis ont multiplié les sodomy statutes, qui concernent les relations entre personnes légalement mariées. Par exemple, il y a des États dans lesquels vous risquez 40 coups de bâton
son mari. 40 coups de bâton. Voilà. Le sexe qui a partie liée avec la nature, dans cette idéologie, doit être traqué, encadré et si possible éliminé. Et sa transformation en construction sociale, sous le terme grammatical de genre, nous débarrasse de cette nature bonnie. Et le genre, me semble-t-il, est la dernière ruse du puritanisme. Troisième point, la question de la liberté de l'individu. Eh bien, disons que nous ne sommes jamais absolument libres. La liberté absolue est un terme dépourvu de sens. La filiation de choix n'est évidemment un choix que pour ceux qui ont un projet parental, comme on dit aujourd'hui. L'enfant qui naît, lui, il voit d'abord son existence comme facticité, il est jeté dans le monde, je parlais comme ça, avec des parents qu'il n'a pas choisis. Il n'a pas demandé, lui. Il n'a pas choisi son père et sa mère, il n'a pas choisi sa manière de naître. C'est une ascendance qui s'impose à lui et définit toutes les conditions et dans toutes les limites de l'exercice de sa liberté. Mais tant que l'enfant naît selon les lois naturelles, selon la loi, avec un grand L, pour revenir sur cet aspect, il ne dépend pas personnellement de ses parents. Ceux-ci n'ont pas choisi son sexe, par exemple, et se sont eux-mêmes pliés à la loi de la différence des sexes et de la prohibition de l'inceste, en espérant, ou non d'ailleurs, la naissance de cet enfant. Cette part de hasard, de pure contingence de la naissance, permet justement que l'asymétrie de la relation parent-enfant ne soit pas totale, et qu'elle n'interdise pas à l'enfant de devenir un adulte. Inversement, la production de l'enfant comme projet brise radicalement cet équilibre instable de la natalité. Quand est né, puis Troie en flamme, il porte sur son dos son père Anchise et tient son fils par la main. C'est une image que nous a rapportée par Virgile dans l'Énéide. Et cette image résume la vérité effective de la chose en matière de filiation. C'est le paradigme, comme dit Pierre Legendre, notifiant l'obscure question de l'ancêtre. Question inéliminable. Ceux qui ont adopté des orphelins et ont cherché à les élever comme leurs propres enfants. Je le sais, c'est mon cas. Les 2 enfants sont des enfants que j'ai adoptés, étaient orphelins. Mais ils savent combien c'est difficile, car la question de l'ancêtre, eh bien, ils sont comme aînés, ils la portent sur leur dos. Ils sont obligés de vivre avec cette question sur leur dos. Qui est le père? De quel ventre je suis sorti? D'ailleurs, soit dit en passant, aujourd'hui, il y a tout un courant qui dit qu'il faut lever tout l'anonymat. On parle de lever l'anonymat, d'en finir avec l'accouchement sous X, et de lever l'anonymat sur les donneurs de sperme. Les enfants, ils cherchent toujours à répondre à cette question. Même s'ils savent très bien qu'on n'est pas leurs parents. Voilà. Mais ils cherchent qui est leur père, qui les a laissés tomber, qui n'a pas voulu d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à supporter pour un enfant. Extrêmement difficile. Voilà. Alors, ce que proposent les partisans du mariage homosexuel avec la PMA et la GPA, c'est la fabrication d'orphelins pour satisfaire le désir d'enfant de ceux qui ont fait le choix d'une situation sentimentale qui n'en fait même pas d'en avoir. Et cette liberté de la volonté illusoire n'est rien d'autre que la prétendue liberté de celui qui vend librement sa force de travail et de celui qui librement l'achète pour l'employer à ses propres fins. Et on retrouve la même escroquerie intellectuelle qu'est le prétendu libre marché. Quatrième point sur la question de l'homosexualité. Alors, je l'ai dit, l'homosexualité n'est pas équivalente à l'hétérosexualité. On présente ça comme un couple symétrique. Et c'est d'ailleurs ce concept d'hétérosexualité qui paraît étrange. La sexualité présuppose toujours quelque chose comme des sexes différents. Dans ses 3 essais sur la théorie sexuelle, Freud caractérise l'homosexualité comme perversion. Alors, il ne s'agit pas d'une perversion au sens moral. Freud n'est pas celui qui va vous dire qu'il est mal de fixer son désir sur une personne du même sexe, mais il s'agit tout de même d'une perversion. Ce que pour Freud, l'homosexualité serait une fixation de la sexualité à un stade primaire, infantile ou post-infantile. On pense par exemple à l'homosexualité des adolescents. Et il y a pour Freud une voie normale qui débouche sur la sexualité entre adultes de sexes différents. Et on retrouvera la même idée chez Wilhelm Reich, qui était peut-être disciple parfois infidèle de Freud, mais sur ce plan, un de ses disciples les plus constants. Alors tout ça vaut à ces maîtres vénérables d'être aujourd'hui considérés comme des vieilles ganaches, réactionnaires et bourgeoises. Ce qu'il y a dans la pensée psychanalytique
classique, c'est au moins l'idée que l'homosexualité est une transgression de la loi avec un L majuscule. Et c'est précisément cette idée d'une loi qui ne serait pas une simple convention entre les mains des individus que refusent les partisans du mariage homosexuel. La loi, en général la loi avec un grand L, définit des interdits, institue des séparations, qui sont les conditions de la reproduction de la vie humaine, de son institution. De son institution. Il faut bien se souvenir qu'instituer, ça veut dire faire tenir debout. Sans cette loi, la raison elle-même est impossible, puisque c'est la loi qui sépare le même et l'autre. C'est la loi qui... la prohibition de l'inceste n'est pas simplement une espèce de préjugé qui serait né du fait qu'on s'était aperçu que la reproduction consanguine produisait des VGA, et ça c'est l'explication qui est de tout bas, qui est complètement fausse. D'ailleurs, la prohibition de l'inceste, elle permet à chacun de prendre sa place. Oedipe, quand il viole le tabou de l'inceste, il s'aperçoit que sa mère est sa femme et que ses enfants sont ses frères et sœurs. C'est un monde de fou, ce monde-là. Et un monde dans lequel on est réduit au même, eh bien, est un monde de fous. Et la loi, au sens où Freud en parle, n'est pas du tout une aberration, elle est la condition même de la raison humaine. C'est la loi qui sépare donc le même et l'autre, et les questions qui s'ouvrent ici sont évidemment des questions abyssales, que les petits bourgeois qui donnent le ton dans les médias sur l'unique règle de moi mon désir ne peuvent pas comprendre. Je vais me contenter sur ce point de citer encore Pierre Legendre, dans la 901e conclusion, étude sur le théâtre de la raison. Pierre Legendre note ceci: l'apparition d'un type humain nouveau, qui crèverait tous les plafonds métaphysiques et physiques habituels. La postmodernité l'a fait surgir, poussant jusqu'à son terme la nouvelle doxa de l'homme total, l'avènement de l'individu au sens plein du mot, l'humain d'en deçà de la division, enlacé à son image, c'est-à-dire affranchi de la confrontation subjective à la différence des sexes, et revendiquant, selon la formule militante, reconnaissance légale. C'est un livre de 98. Un thème importé d'Amérique. Les États-Unis, nouveau nombril du monde, lieu référence de la société libérée, fascine. Conflict-free sexuality. Ravalé au rang d'une idéologie de masse, l'homosexualité, position subjective, est censée apurer les comptes historiques de la répression du sexe en Occident et démontrer par la pensée acte et par les thèses d'un simplisme accessible à tous l'inanité des questions classiques autour de l'interdit. Cependant, en dépit de la majesté universitaire dont s'entoure la dogmatique homosexualiste en cours de formation, avec l'appui de la revendication juridique d'un statut classant les couples dits homosexuels sous un comme si annulatoire de la différence des sexes, émerge tout bonnement l'immémoriale question de l'enfant: pourquoi y a-t-il des papas et des mamans? Pourquoi des hommes et des femmes? Dernier point, je vais abréger parce que je l'ai développé dans mon livre qui s'appelle La longueur de la chaîne. Dernier point, c'est la question de la fabrication des enfants. Parce que ce qui est à terme derrière tout ça, c'est l'élimination de la sexualité et son remplacement par le genre, qui accompagne l'évolution des plus inquiétantes du développement des biotechnologies. Je dirais plutôt des thanatotechnologies, car il s'agit en réalité de techniques de la mort. Alors nous ne sommes qu'au début, encore tâtonnant de la fabrication des humains. S'y appliqueront bientôt les normes de qualité. Il y a déjà un certain nombre de savants qui ont demandé ça. Le co-découvreur de l'ADN, Watson, a demandé qu'il y ait un permis qui autorise les parents à avoir des enfants, après contrôle de la qualité de ses parents. Voilà. Contrôle de qualité qui s'impose dans les chaînes de production industrielle. Alors le choix du sexe, par exemple, en lui-même, par une revendication sans grande conséquence. Alors dans des pays comme l'Inde, où les normes traditionnelles font de la naissance des filles une calamité, on aperçoit déjà, avec les possibilités ouvertes par la détection précoce du sexe, un déséquilibre démographique entre garçons et filles. Dans certains États, il naît 100 garçons pour 90 filles. Conséquence d'ailleurs ennuyeuse, c'est que les garçons dans ces États ne trouvent plus à se marier, ils ne trouvent plus d'épouses, notamment d'épouses dans la même caste qu'eux. Et conséquence imprévue de cette affaire, c'est que les garçons des castes supérieures sont obligés de se marier avec des filles des castes inférieures. Ou bien ces sociétés
On tuait facilement les filles à la naissance. Mais aujourd'hui, on va pouvoir mettre au service de ce projet immémorial toutes les ressources du mode de production capitaliste, qui a balayé toutes les entraves traditionnelles qui empêchaient qu'on aille au bout de cette idée-là. Non. Et même si on peut admettre, ce qui serait raisonnable, que le choix du sexe étant possible, en gros, on retrouverait au total le même rapport garçon-fille dans nos sociétés en tout cas, il y aurait un changement fondamental qui se ferait. Ça voudrait dire que l'enfant est le produit d'un choix sur commande, exactement comme on choisit la couleur et la mode de vitesse de sa voiture quand on l'achète. Alors, nous ne sommes pas encore là techniquement, hein, mais c'est déjà plus de la science-fiction, puisque comme on peut introduire des gènes de résistance sur les plantes en les greffant à partir de gènes des saumons, comme on a pu modifier génétiquement les porcs, rien n'interdit qu'on puisse en faire autant pour les humains. La plupart des futurologues nous disent 2030, on aura les humains génétiquement modifiés, les HGM. C'est-à-dire des humains qui ont été planifiés pour avoir un certain type de qualité. Bon, ceux qui ont lu Le Meilleur des mondes, dans quel monde c'est, hein, on aura des alpha plus, hein, puis des epsilon pour aller bosser à la fin. Alors, la question du clonage est de ce point de vue assez secondaire, hein, parce que le clonage reproductif en lui-même n'a pas d'intérêt. Ce qui compte dans les travaux sur le clonage reproductif, c'est la possibilité d'avoir une maîtrise de la conception et du développement d'embryons de A jusqu'à Z. Et le pas suivant a été détaillé dans un petit livre d'Henri Atlan, philosophe et biologiste bien connu, qui s'appelle L'utérus artificiel, publié au Seuil en 2005. L'auteur Atlan, hein, il prévoit que la technique permettant de concevoir entièrement un enfant hors d'un ventre maternel pourrait voir le jour dans les 50 prochaines années. Bon, fort heureusement que je dis parfois à mes élèves, moi je serais mort. Là aussi, hein, Atlan nous dit qu'il est devenu inutile de protester, que la dynamique de la science le fera et que les réticences sont faites le fait d'esprits religieux attardés, hein, et on nous invite à faire confiance à la raison critique pour dominer ces nouvelles possibilités, et qui seront d'ailleurs mises en œuvre pour les meilleures raisons du monde, car en déchargeant les femmes de la grossesse, on les aura déchargées définitivement de ce qui les distingue fondamentalement des hommes, et l'indifférenciation et l'égalité réclamées à corps et à cri, là, seront effectives. Bon. Le problème, c'est de savoir si un être produit selon les méthodes de la planification technique, dans les dispositifs de la culture industrielle, analogue aux cultures hors sol en quelque sorte, pourra s'appeler encore un être humain. Nous n'avons aucune attitude morale à l'égard des choses produites par notre industrie. Hein, des choses, comme disait Kant, ont un prix mais pas de valeur. Nous ne leur attachons de la valeur qu'en tant qu'elles servent de signe manifestant la puissance de l'esprit humain, par exemple les œuvres. Inversement, les êtres humains sont l'objet de respect parce qu'en chacun d'eux, dans sa spécificité même, s'incarne cette chose mystérieuse qu'on continue d'appeler humanité ou nature humaine, laquelle n'est pas réductible à ses caractères physiques observables. Les produits de l'activité humaine sont en quelque sorte sans profondeur. Que nous les ayons fait suffit pour nous assurer que rien en eux ne nous échappe et leurs imperfections, relativement à nos attentes, ne peuvent être mises qu'au compte d'un défaut de notre technique, ou d'un défaut de conception qui peut être corrigé. Rien de tel avec les humains dans le sens que nous donnons à ce terme encore aujourd'hui, mais peut-être plus pour très longtemps. Le respect dû à tout être humain tient précisément au fait qu'il n'est pas nôtre, il n'est pas à nous. Que nous ne pouvons nous l'approprier parce qu'il procède, suivant nos croyances, de Dieu ou de la nature, et qu'il est face à nous dans une contingence irréductible. Les anticléricaux méprisent souvent la tradition religieuse parce qu'ils en ignorent le contenu moral. Quand la Genèse dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, on peut prendre l'expression au pied de la lettre et faire le malin en montrant que Darwin a réfuté le créationnisme biblique, que l'hypothèse de Dieu est une hypothèse de notre besoin, etc. Tout ça est incontestable sur le plan des sciences. Mais il est tout aussi incontestable que les vivants sur Terre sont tous constitués des mêmes matériaux de base, l'universalité de l'ADN en témoigne. Et que ces matériaux eux-mêmes ne sont pas organisés par un mystérieux principe vital, mais selon des processus physiques et chimiques. Et que finalement, tout se produit selon les lois ordinaires de la physique et de la chimie, sans aucun concours divin. Voilà.
Donc ne me classez pas dans le rang des obscurantistes religieux. Pourtant, aussi importantes que soient ces vérités, et elles sont importantes et méritent d'être défendues, elles ne sont encore que la moitié de la vérité. L'autre moitié est contenue dans la Genèse, et dans tous les livres même non écrits sur lesquels sont fondées les civilisations. Il a fallu un Dieu pour créer le monde des hommes, c'est que les hommes et leur monde ont quelque chose de sacré. Voilà ce que veut dire le fait qu'on rapporte le monde à Dieu. Ça signifie que notre monde est sacré, et que nous ne pouvons pas y toucher à notre convenance. Il faut le respecter absolument. Si l'homme a des droits inaliénables par naissance, ainsi que l'affirme la Déclaration des droits de l'homme de 89, c'est parce que l'homme doit être tenu pour sacré, ou encore, comme le dit mon maître vénéré Spinoza, que l'homme est un dieu pour l'homme. Il est un dieu parce qu'il procède de son mouvement propre et pas de mes projets, de mes actions, de mes intentions. Et un homme fabriqué industriellement en serait le complet opposé. Voilà. Je crois que si on va jusqu'au bout de ce qui est en train de se mijoter, il y a toutes sortes de choses qui s'écrivent, des choses parfaitement farfelues et des trucs qui le sont moins, eh bien, on voit apparaître, et de ce point de vue, la concomitance entre les mouvements autour du mariage pour tous et ces tendances dans le développement des sciences et des techniques, pas du tout de concomitance fortuite, on voit apparaître le projet délirant d'une fabrication de l'homme. Qui n'est pas simplement le fait de quelques cerveaux dérangés, mais qui est aujourd'hui dans l'air du temps et qui fait partie des objets sur lesquels travaillent les grands laboratoires, parce qu'ils y voient à l'évidence un nouveau champ d'accumulation du capital. Alors, que ce projet prenne corps ou pas, ça c'est autre chose. S'il prenait définitivement corps, alors le projet hitlérien d'amélioration de l'espèce humaine, de production d'humains normalisés, d'extermination, de réduction à l'esclave des sous-hommes, apparaîtrait comme une version frustre, coûteuse, inutilement sanguinaire du projet de la technoscience moderne. Les moyens n'étaient pas bons, mais au fond, les fins n'étaient pas si mauvaises que ça. Et nous sommes dans le moment où une certaine conception de la science et de la technique fonctionne comme instance normative suprême, instance d'autant plus dangereuse qu'elle se dénie elle-même comme instance normative, et prétend ne parler que le langage des faits de la neutralité technique. Les totalitarismes du siècle passé se sont légitimés d'un projet d'une nouvelle race humaine, de la production d'un homme nouveau. La technoscience biologique pourrait bien accomplir ce projet avec ses propres moyens, et la fabrication technique des humains signifierait la destruction de l'idée même de la liberté. On voit donc que les questions soulevées par ces débats sur la PMA et la GPA portent loin. Elle renvoie directement à la critique radicale de ce grand automate destiné à produire de la valeur qui s'appelle mode de production capitaliste et au type humain que produit spontanément ce système, indépendamment d'ailleurs des bonnes et des mauvaises intentions de ses agents. Voilà.